Bonjour, ici Chantal Lavoie. Voici Aime l'été, vendredi 30 août, notre toute dernière émission de la saison. Un été qui aura été bien chargé en sujets, en rencontres passionnantes. Et j'en profite pour souligner le travail de toute l'équipe de l'émission. Nathalie Barrette à la recherche, qui a été ma copilote durant les émissions. Clarence Robitaille-Meloche, stagiaire au contenu et chroniqueuse. Mathieu Tessier et Samuel Badel à la réalisation et à la mise en onde. Remerciements aussi à la belle équipe de Canal M. Aujourd'hui, comme à tous les vendredis cet été, nous passerons l'heure avec un invité qui est bien connu du public, tant à la télé, à la radio qu'au théâtre. C'est également un formidable porte-parole qui est très engagé dans la cause du cancer. Et puis, nous parlerons de notre programmation d'automne ici même à Canal M. Alors, je vous invite à nous suivre à Aime l'été. Et pour terminer la saison estivale, nous avons décidé d'inviter André Robitaille, animateur, comédien, metteur en scène, producteur, mais aussi porte-parole de la Société de recherche sur le cancer, celui qui a reçu bien des récompenses aussi à travers les années pour son travail à la télé, a participé au printemps dernier à son deuxième challenge contre le cancer avec notre autre invité, Philippe Lapointe, avec qui on parlera de la rentrée d'automne à Canal M. C'est donc un beau rendez-vous jusqu'à 13h, c'est Aime l'été. Vas-y, mollo! Eh oui. Alors, bonjour, Nathalie. Bonjour. Écoute, on se fait un cadeau aujourd'hui pour notre dernier épisode avec notre ami André Robitaille. Salut, vous êtes gentil. Merci de l'accueil. Bon. Merci. C'est très, très agréable, d'autant plus que on a mis le petit l'intro de Vas-y, mollo. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est pas plus tard que ce matin, j'ai écouté un extrait de Vas-y, mollo. Voyons et donc. j'ai tellement ri. Écoute, Est-ce que ça a bien vieilli? Mais écoute... En fait... Attends, je vais te non, le dire. parce que ça m'inquiète. Parce que là, j'avoue que je regarde pas souvent. Non, mais moi, j'ai écouté le moment où tu es avec une espèce de lutteur. Tu veux te faire un ami. Oui, et tu es à l'arrêt d'autobus. Oui. Et là, tu essaies par tous les moyens. Lui, il bronche pas, il veut rien savoir. C'est un beau duo comique, ça. C'est tellement drôle. Et j'ai ri parce que tu sais... évidemment, de l'amadouer, de faire des petits trucs, de lui jouer des tours. Et puis, il n'y a rien qui fonctionne, évidemment. Ouais. Alors, j'ai tellement ri. C'est pour ça que j'ai dit, on va mettre Vas-y, mollo, la musique. T'as ri. Mais la remarque que j'ai faite, j'ai dit, mais finalement, il n'a pas vieilli. Oh non, ça, par exemple, c'est votre téléviseur qui ne fonctionne pas bien. Non, mais je te le dis, c'est vraiment... Mais c'est parce que tu as encore cette espèce... Je pense que tu as ce côté en toi. T'as toujours ton petit look petit garçon. Il y a un côté gamin qui existe encore, je pense. Oui. Là, il est très présent. Il est nécessaire. Il est très présent. Sinon, je m'en sors pas. Non, je suis un peu cave, puis ça fait du bien. Non, mais il faut être cave dans la vie, de temps en temps. Puis ça fait... Mais écoutez, c'est des beaux souvenirs, là. Puis je me souviens de ce duo-là, parce que moi, je viens du théâtre et c'est ce que je fais. Alors, quand j'écrivais Vas-y, mollo, j'étais influencé par des façons de faire, j'allais dire le mot anglais, des patterns. Ouais. Il y a le clown rouge, le clown blanc. Oui, des archétypes. C'est le Laurel et Hardy, c'est le sol et gobelet. C'est ça, les clowns blancs, clowns rouges. Et là, avec le garçon avec qui je tournais, ça donnait ce duo-là. Exactement. Ça influence l'auteur que j'étais à ce moment-là. Tout à fait. Ouais. Et puis, finalement, je veux dire, je pense à tous ces personnages qui t'ont beaucoup influencé. Sol et gobelet, Larry Boulding. Enfin, on est tous de la même génération aussi. Un petit peu de la même génération, à peu de choses près. Et puis, c'est sûr que Est-ce moi qu'on aussi... radote? Je ne pense pas. Pour des gens qui nous écoutent, c'est-à-dire, d'abord, tu dis toi-même, tu l'as dit que pour les émissions jeunesse, il y en a. C'est pas la question, il y en a à la télé. Mais quand même, on a été très gâtés dans ce temps-là. Des fois, j'ai peur que ce soit qu'on est vieux puis on dit ça. Que c'est du radotage. Parce que, non, mais tu sais, dans une galaxie près de chez vous, c'est extraordinaire. C'est encore des actrices, c'est encore des acteurs. Oui. Parce que moi, quand on se met à parler c'était des quotidiennes à l'époque quand même. En plus, mais quand on se met à parler de cette influence avec de la nostalgie, des sols et gobelets, je suis toujours en train de dire vive les actrices, vive les acteurs. Parce que c'est l'imaginaire grâce au jeu d'acteurs, d'actrices. Ça, c'est extraordinaire, la corde que ça touche dans nos cerveaux et dans notre cœur.
Et là, je me dis, c'était bien le fun dans le temps. Et là, tout à coup, je me tape sur les doigts puis je fais, hey, oublie pas qu'après, il y en a eu d'autres aussi. Et là, il y a des titres qu'on oublie. Tu sais, dans Une grenade avec ça, puis bon, on pourra en nommer plusieurs. Ouais. Où les actrices-acteurs étaient mises en premier plan, comme dans le temps de Ça, les gobelets. Ouais. Mais moi, c'est sûr que ça m'a influencé. C'est certain. C'est-à-dire que ça a fait le comédien que tu es devenu. C'est ça qui t'a influencé beaucoup. Je les ai eus comme prof en plus. J'ai eu cette chance-là. Alors, il y a des individus là, qui ont joué dans les émissions qu'on cite, qui étaient mes enseignants. Alors, j'ai eu cette énergie-là qui m'est rentrée dans le sang aussi. Mais j'avais 10 ans, puis je les regardais à la télé aussi. Fait que ça fait encore partie du gamin que je suis. Puis les enfants qui, à l'époque, en attendant que les parents se lèvent, écouter la télé en pyjama. Est-ce que ça se fait aujourd'hui? Pas certain. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui me disent je te regardais tous les matins pendant que mes parents restaient au lit. Et là, je leur demande, as-tu un petit frère ou une petite sœur? Ils me disent oui. Tu me dis merci. C'est vrai, mais c'est vrai qu'on s'est inspiré. Tu t'es inspiré de ces personnages-là, mais ils nous ont tous marqués. Oui, c'est vrai, tu as raison aussi. La télé a été bonne après. Moi, j'ai des enfants dans la trentaine. Alors, la télé a été bonne. On fait de l'excellente télé. Passe partout. On fait de l'excellente télé. Mais c'est ça. Nous, quand on pense à nos bobinettes, c'est de la nostalgie. C'est parce qu'aussi, le jeu était très important. Ce qu'on apprenait dans les écoles. Tu as fait l'École nationale de théâtre. Bon, je veux dire, tu enseignes toi-même à l'École de l'humour. Donc, tout ça, ça vient de... C'était tout là dans ce genre d'émission-là. Jean-Louis Millette, qui a été un mentor pour toi. Et un prof, oui. Alors, c'est des gens qui ont joué pour beaucoup, là, qui ont compté et ça s'apprend. Alors, vive les écoles. Moi, j'y crois. École de théâtre où j'ai été, l'université aussi avant, etc., là où j'enseigne. C'est le fun de rencontrer ses pairs et d'avoir aussi le mot maître, des fois, bon, c'est trop gros, mais des gens qui nous montrent, des gens qui nous influencent, des gens qui font le métier. Moi, c'est ce que j'ai eu comme influence. Et là, écoute, on parle de... Ça fait plus de 30 ans, 40 ans, 35 ans, je sais pas compter. Mais j'en parle encore aujourd'hui. Bien sûr. Tu comprends? Je suis en coulisses quand je joue au théâtre, puis des fois, je pense à des cours que j'ai eus. Alors, c'est sûr que ça influence. Mais je pense à M. Favreau dans Sol. On n'en a pas eu beaucoup des Sols après. Et il écrivait lui-même avec Luc Durand. Exactement. Alors, les gars écrivaient. Là. Moi, je suis très, très ami avec Antoine, le fils de Luc. Et il me raconte là, de voir son père dans... appelons ça le grenier, mais bref, en haut dans la maison, et avec sa cigarette et sa dactylo, et il écrivait ça, les gobelets. Alors, les acteurs de l'époque écrivaient leurs trucs. Tu sais, Marcel Sabourin, il en a écrit en masse, et on pourra en nommer en masse encore. Mais c'était une gang qui se tenait. André Mathieu, qui était le réalisateur de tout ça, était l'influent. C'est ce qu'on m'a raconté. J'ai jamais rencontré ce monsieur qui est décédé, malheureusement. Mais bref, ces gens-là, c'était une troupe, une gang qui jouait au théâtre le soir, puis qui faisait de la télé et qui apprenait à faire la télé. Et puis ça a sûrement joué pour beaucoup aussi après ça. Claude Meunier, Louis Saya, enfin parce qu'évidemment tu as monté leurs pièces, Les Voisins. Tout à fait. Et puis, moi, ça, c'est des auteurs que je respecte tellement. que tu admires beaucoup. Et que moi, je consommais, entre guillemets, dans la fricassée, sans savoir que c'était eux qui écrivaient. Alors ça aussi, ça fait partie de notre passé. Là. On commence à être sur le bord d'être trop vieux pour regarder des émissions pour enfants, mais la fricassée s'adressait aux jeunes adolescents qu'on était. Et ça, pour moi, l'absurde dans l'écriture, ça a duré juste 2 saisons, je pense, sauf erreur. Et puis, j'ai su après que c'était là que Meunier s'est mis à écrire, alors qu'il écrivait peut-être au théâtre déjà, mais pour la télé, et tous ceux qu'on vient de nommer. Et des Marc Messier sont apparus dans ma vie, dans mon téléviseur, et etc. Cette troupe-là aussi, qui sont encore si dynamiques. Donc, l'amour. Oui, l'amour. L'humour absurde, ça fait partie de ta vie. Moi, j'adore l'humour britannique aussi. J'adore les Monty Python ou cet humour-là, l'humour britannique. J'ai beaucoup aimé ça. Laurel et Hardy, j'ai joué Laurel au théâtre. On a fait une production Laurel et Hardy. Je voulais faire un hommage au slapstick. Et Laurel et Hardy, donc Stan Laurel, était le scripteur du duo. Et il était réalisateur et il écrivait. C'était le cerveau. Alors moi, j'avais à jouer celui-là. Alors je me suis mis à lire sur lui, etc. Il est mort en 1965 et il était, en anglais, on dit script doctor. Il était celui qui relisait les films de Jerry Lewis, par exemple. Il remettait des blagues. Il travaillait encore alors qu'il était relativement âgé. Ces gens-là ont influencé qui on est. Tout à fait. Un Louis de Funès. Louis de Funès, ça, on n'en parle même pas parce que tu vas parler pendant 3 heures. Non, mais Louis de Funès, attends, il arrête pas mon algorithme arrête pas de me l'envoyer. Non. Alors, mes enfants l'ont eu dans le sang. Encore? Je l'écoute fréquemment. Quand l'algorithme m'envoie une vidéo de Funès, j'arrête.
Tu sais, quand on est dans la Lune puis qu'on tourne notre téléphone, là, on plein de vidéos. Et là, quand tu arrives sur Funèbre, encore hier, j'en ai regardé. C'est parce que ces gens-là avaient le sens du timing, comme dirait Denise Filiatro. Elle a raison. Je veux dire, mais oui, mais c'est ça, tu as été à cette école-là. Filia m'a enseigné aussi. Denise est une femme importante dans mon passage aussi. Et avec sa façon de faire, ça forge qui on est. J'ai eu cette chance-là. On est en train de nommer des gens assez importants. Hein? Et je me rends compte que c'est rare que j'en parle. Ça fait partie de mes pensées. Mais de me rendre compte de tous les nommés là puis de dire, hey, je les ai rencontrés. C'est le fun. Oui, c'est merveilleux. Justement, d'ailleurs, tu as fait des grandes entrevues. Tu as rencontré des gens vraiment qui nous ont marqués, parlant de personnes marquantes. Donc, parce des gens qui sont décédés aussi. Oui, la transmission pour toi, c'est ça, c'est important parce que tous ces gens que tu as, avec qui tu as fait des entrevues, c'était dans le but, finalement, de... pas juste de les rencontrer comme tels, mais vraiment de leur faire raconter leurs histoires. Il y a 2-3 explications de ce projet-là. Entre autres, il y a 2 mots que je dois dire très rapidement, c'est Janine Suto. Parce que c'est son idée. Oui. Janine, on avait la chance d'être relativement proches. On était amis. Je suis très proche de sa famille et tout et tout. Tout ça s'expliquerait par des projets, par des rencontres, par des télétons avec Mireille, etc. Mais Janine m'a vu à l'école jouer. J'étais jeune étudiant. On faisait un spécial Félix Leclerc. Et je me souviens ce soir-là, parce qu'on a su et on savait et on sait qu'elle était proche de Félix Leclerc. Félix est le parrain de Mireille. Bref, c'est familial, tout ça. Et là, il fallait attendre Mme Suto avant de jouer notre show. Je n'avais jamais rencontré cette femme-là. Je l'avais vue à la télé dans des symphoriens de ce monde. Et puis là, elle est dans la salle. Je joue mon truc avec la classe et ça a collé cette journée-là. Et elle est venue me voir puis elle m'a pris sous son aile. Et je devenais le jeune acteur dont elle parlait à tout le monde. Entre autres, à une Jeannette. Oui. Si t'as besoin d'un petit jeune qui est pas pire, là, engage celle-là. Là, fait que j'y en dois à Janine un petit peu. Et là, je fais une histoire trop longue. Mais Janine, un jour, toutes les années passent, et on a toujours été très proches, très amis, malgré la différence d'âge. Et elle me dit, faut que je parle, ça presse. On le savait pas, mais on était à la veille de son décès, 2-3 ans avant. Et là, j'ai pas aimé ça, cet appel-là. J'ai fait, OK, il faut que je me déniaise. On dirait qu'elle appelle quelque chose, sans le nommer, on le sait pas, tu sais. Et je me suis débrouillé. Alors là, elle voulait faire un livre. J'ai dit non. J'ai dit, moi, je suis un imposteur. Si je me mets à publier un livre, là, je me croirais pas. Mais j'ai dit, la caméra, je connais ça. Alors, veux-tu, je lui avouvoyais. Elle voulait que je la tutoie, puis je n'étais pas capable. Puis je vous dirai pas en ondes ce qu'elle disait, parce qu'il y avait des mots d'église de temps en temps. Mais bref, et là, je lui ai dit, bon, la caméra, je connais ça. Elle dit, oh, ça peut être plate, encore une entrevue télé. Elle dit, il faut pas que ce soit plate, puis il faut pas qu'on soit d'accord. Ça, c'était son idée. Puis elle voulait 2 artistes de sexes différents, d'âges différents, qui parlent du métier pour donner aux plus jeunes. Ça, c'est tous les mots de Janine. Et là, j'ai appelé ma chum, qui s'appelle France Baudouin, puis qui est productrice, puis c'est mon amie, puis j'ai fait « France, as-tu des caméras? Ça presse, faut tourner Janine. » Elle dit « Je te trouve ça. » Et là, j'avais une équipe tout à coup. Et on a tourné, et ça a donné ce que ça a donné. Depuis ce temps-là, tout ce que je viens de vous dire doit influencer à chaque fois que j'aborde un projet d'entrevue avec un artiste. Alors, qui sont ces artistes avec qui tu as travaillé? Là, j'espère que je ne vais pas en oublier. Dominique Michel, il y a Antonine Maillet, il y a Béatrice Picard, Jean-Pierre Ferland. Paty Galland. Paty, je te remercie. Je pense que c'est ça ma liste. Et je ne vous dirai pas le nom, mais j'ai eu le oui avant-hier de quelqu'un que je vais faire cet automne. Ouais. Je vous le dirai pas juste par respect pour elle, cette personne-là, mais c'est quelqu'un que vous aimez. Et je suis très, très fier qu'elle ait eu, cette personne-là, confiance à me dire oui pour ça. Alors, j'entreprends ça dans les prochaines semaines pour une diffusion à Radio-Canada. À eux de l'annoncer, là, c'est mon diffuseur. Et ils feront leur travail. Des entrevues où tu leur laisses vraiment toute la place et tu cherches à ne pas couper non plus. Mais tu sais ce qui est écrit dans mon ordinateur, le titre qui n'est pas très télévisuel, c'est le leg. C'est pas un beau mot. Ouais, mais c'est ça mon influence. C'est ça, la transmission. Et moi, j'avais 11 ans quand le seul grand-papa que j'ai connu est décédé. Fait que j'ai un sentiment de ne pas avoir connu de grands-parents. Et ça m'inspire. Je sais, dis-moi grand-papa, grand-maman, dis-moi la vie. Et c'est un peu ça mon influence. Je suis sur un ponton avec un gars qui s'appelle Jean-Pierre Ferland, puis 2 gars qui parlent de femmes, argent, défaite, succès, alcool, bonheur, joie, peine. On a tout traversé ça, moi puis Jean-Pierre.
comme si j'étais avec mon oncle ou mon grand-père, c'est au choix. J'avais dit à Dominique Michel, je dis, t'es pas ma grand-mère mais t'es ma marraine. Et je te vois comme une marraine, on va jaser comme ça, etc. Réalises-tu le privilège que tu as finalement d'avoir gagné cette confiance-là et cette crédibilité-là au fil du temps par le fait que tu as fait de la télé, tu as été animateur, tu en as fait beaucoup, beaucoup. On le sait, évidemment, plein de choses que tu as fait. Et donc, ça t'a amené à avoir cette confiance de ces gens-là. C'est fantastique quand même. J'en dois beaucoup au théâtre, en fait. Oui, aussi. C'est des gens que j'ai beaucoup côtoyés au théâtre. Dominique, j'ai joué avec elle à la télé, dans la deuxième version de Moi et l'autre, là, je faisais son fils. Tu sais, des rencontres, des acteurs, des actrices, puis là, je mets là-dedans des Jean-Pierre Ferland puis des Antonine Maillet. C'est des artistes vraiment intéressants. C'est des humains intéressants. Tu comprends? Qui savent articuler leurs idées et leurs émotions. Ils savent choisir le mot. C'est des bonnes cibles à interviewer. C'est des bonnes personnes âgées à faire parler. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, je Parce comprends. que je ne veux pas faire des entrevues showbiz. Je veux faire des entrevues philosophiques. Et la philosophie, en télé, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et là, ça marche. Et la lenteur, les silences... Et moi, je suis malade dans la tête. Là, je fais le montage avec le monteur extraordinaire en respectant la réalisatrice ou le réalisateur, mais je suis vraiment... J'ai les 2 pieds dedans. Là. Et je veux, à l'écriture, au montage, laisser des silences. En télé, on coupe tous les silences. En radio, en radio, on n'en parle pas. Regarde, on se parle un par-dessus l'autre parce qu'il ne faut pas laisser de silence. C'est ça. Mais le silence... Et c'est un truc, entre guillemets. Quand tu te tais, tu as la réponse A, tu te tais après la réponse A et la B va sortir. Et c'est dans la B que du jus. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est un peu technique, ma patente. Non, je comprends. Mais taisons-nous, puis écoutons, et ça donne ces conversations-là. Bon, on a vu que ça fonctionne bien parce que ces entrevues-là, pour moi, sont magistrales. C'est beau, c'est... Pourquoi, pour toi? C'est quoi que ça fait? C'est quoi que tu entends là-dedans? Moi, c'est surtout, comme tu disais, c'est surtout l'aspect humain que j'aime. C'est ça que j'aime d'une entrevue. Tu sais, on s'entend, on a fait de la télé depuis combien d'années? Puis combien de personnalités connues on reçoit? Tu sais, je t'ai reçu sur des shows, j'ai reçu des personnalités connues. On parle de « raconte-moi une anecdote ». On est tanné de ça. Un peu en surface, hein? Un peu en surface. Alors que ces entrevues-là, tu as pris ton temps. Justement, il y avait des silences, mais qui valaient $1 million. Mais c'est la conversation. C'est la conversation, c'est l'échange. Et c'est pour ça que je vous ai raconté Janine, parce que c'est à elle qu'on doit ça. C'est elle qui m'a coaché, entre guillemets. Faut pas être d'accord. Faut 2 artistes. Et c'est rare que je fais des entrevues en employant le « je ». Et là-dedans, des fois, je fais « je ». Parce que je suis un artiste comme l'autre. C'est loin de moi me comparer à des Jean-Pierre et tous les autres que j'ai nommés. Mais ça a permis une conversation avec Antonine. Tu sais, j'ai commencé l'entrevue, et c'est vrai, dans la vie, j'ai dit, moi, je vous appelle Antonine. Je veux, à la fin de nos rendez-vous, être capable de vous appeler Tonine. C'était ça mon objet, simplement. Puis à la fin, parce que je les rencontre 3 fois, c'est 3 rendez-vous avec des semaines entre chaque. À la fin, c'est elle qui l'a verbalisé. Elle a dit, tu sais que tu peux m'appeler Tonine maintenant. Puis j'avais réussi, puis j'y croyais. Tu comprends? Il faut se mettre des objectifs. Et Antonine, allez écouter ça, là. Vous avez une femme exceptionnelle. Alors, oui, l'autrice, mais l'humain. Et elle me dévoile plein de choses qu'elle me disait en dehors des ondes. Moi, je dis en dehors des ondes, c'est correct, là, ce qu'on vient de dire? Elle dit, oui, moi, j'assume. Avec toi, je suis bien. Et voilà. C'est la rencontre avec l'humain et non avec l'artiste. Ben, c'est ce que je veux. Sinon, je ferais une entrevue showbiz. Puis c'est quoi la date? C'est qui le collaborateur? C'était quoi? J'aurais pu dire à Jean-Pierre, quand tu as écrit ceci, à quoi tu pensais? Faites-le, vous autres. Quelqu'un d'autre. Mais moi, j'avais envie d'être le jeune, je suis plus jeune, là, mais l'autre et l'oncle et le grand-père ou la grand-mère. En tout cas, tout ce que je viens de vous expliquer c'est ce qui fait qu'on peut réécouter ces entrevues-là après, puis que c'est mémorable. Et Jean-Pierre, c'est un témoignage unique. Et là, je m'excuse, je fais trop long, mais je veux juste vous dire quelque chose que j'ai pas dit vraiment souvent. Mais j'ai dans mon téléphone plein de vidéos quand j'ai présenté à Jean-Pierre la vidéo. J'ai mis mon téléphone sur une tablette en face de nous. Ça roule trop longtemps, puis c'est nous qui regardons la télé. J'étais avec ma blonde avec qui je fais ces entrevues-là. J'étais avec la blonde de Jean-Pierre et Jean-Pierre. On est tous les 4. Jean-Pierre avec ses grosses bottes de caoutchouc dans le salon. Et puis, on regarde ça. C'est tout. J'ai cette image-là. Et là, il se lève à la fin et il me dit des choses que, si je vous répète, je vais paraître prétentieux. Mais il a aimé, puis il s'est aimé. Il dit,
Je suis même rendu que j'aime ma face. Puis on se prend dans nos bras. Fait que c'est merveilleux. C'est ça, oui. Bon, et on va faire une petite mini-pause, le temps de faire entrer notre prochain invité, parce que là, toi, tu t'impliques, bien sûr, au niveau du cancer, la Société de recherche pour le cancer, et puis vous avez fait un beau défi ensemble. En fait, il s'agit de notre patron. Oui, notre patron à nous. Philippe Lapointe. Alors, on va l'accueillir dans un tout petit instant, juste le temps de le faire entrer en studio avec nous. On retrouve André Robitaille et Philippe Lapointe qui, tous deux, bonjour Philippe. Bonjour. Un peu plus tard, tu vas nous parler de la programmation de Canal M pour l'automne, mais on n'est pas rendu là dans notre programme. Là. On va plutôt parler de cancer et en fait, on va parler votre rapport au cancer d'une part, mais aussi de votre fameux challenge là, contre le cancer qui s'est déroulé au Cambodge au printemps dernier. Alors, qui commence à dire que... Philippe, moi je parle depuis tantôt. Je vais écouter Philippe, c'est une école. Oui, c'est sûr, mais bon, le rapport... En fait, André est porte-parole de la Société de recherche pour le cancer. C'est de recherche pour la lutte au cancer? Non, c'est la Société de recherche sur le cancer. La Société de recherche sur le cancer. SRC. SRC, Société de recherche sur le cancer. Et la Société organise donc toutes sortes d'activités pour récolter des fonds. C'est une cause qui nous tient à cœur pour toutes sortes de raisons. Tout le monde autour de la table. Ben, vous avez des proches, tout le monde, bien sûr. André, puis c'est formidable. Sérieusement, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. André, non seulement est porte-parole, mais il a fait le trek lui-même. Oui. C'est une épreuve. C'est quand même quelque chose. Oui. On dit aux gens, donnez-nous de l'argent pour qu'on puisse accomplir un challenge. Mais quand même, 38 degrés à l'ombre, marcher 12-15 km par jour au Cambodge, dans la forêt. Dormir chez l'habitant avec les coqs et les chiens qui jappent à 3 heures du matin. Oui, puis pour s'arroser, c'était un petit bucket d'eau froide sur ta tête. Ouais. La douche. On s'adapte. C'est très rudimentaire. Donc, c'est un vrai challenge. On a eu beaucoup de plaisir, par exemple, il faut le reconnaître. On a beaucoup ri, parce que je pense que quand tu es très, très fatigué, tu as beaucoup de fou rire. Donc, on a eu beaucoup de fou rire. Vous étiez plusieurs, quand même, des participants. On a été accueillis par les Cambodgiens, qui sont un peuple extraordinaire. Puis là, j'ai fini de parler. Alors, André, à toi. Mais fini de parler? André, c'était ton deuxième challenge. Tu es allé en Inde en premier. Dans le Ladakh, donc c'est le nord de l'Inde. J'ai pas la prétention de connaître l'Inde, parce qu'on a atterri assez vite à Delhi. On est passé quelques jours, puis après ça, on est monté dans le nord. Et ça donne toute la couleur du voyage. C'est plus froid, c'est plus aride, c'est tibétain comme ambiance, et puis ça a été extraordinaire. Et là, c'était en montagne. La difficulté de l'altitude s'est ajoutée. Pour le Cambodge, on parlait de la difficulté de la chaleur, c'est pas banal, c'est très dur aussi, et c'est pas juste il fait chaud, il faisait très très chaud, et ça venait alourdir le projet, mais c'est ça un défi, et c'est ça, on veut souffrir un peu, et puis les montagnes, ça c'est une autre activité, mais on allait quand même assez haut, alors ça a été exigeant pour les gens qui marchent. On est 15, 20, ça dépend du voyage. Je pense qu'au Cambodge, on était 15, Philippe, à peu près. 15 ans. Mais ça, au total, on a quand même ramassé pas mal d'argent, tu sais. Ouais. Et c'est de l'argent qui va vraiment à la recherche. Alors, il faut... 160 000 $, je pense, hein? Exact. 160 000 $, c'est à peu près 100 000 $ pour un chercheur ou une chercheuse pour son projet de recherche. Donc, nous, on a la prétention de dire on a sauvé un projet de recherche au Québec, au Canada. Alors, ça, c'est essentiel. Et c'est très concret. Il a raison, Philippe, c'est... Concrètement, là, tu t'inscris, tu dois amasser de l'argent, un montant X, qui va payer ton voyage et qui va aller à la recherche. Et voilà, fin de l'histoire. Et après ça, il faut que tu le fasses. Il faut que tu fasses le défi. Alors, ça prend des gens qui ont envie de relever un défi. Et là, toutes les raisons sont bonnes. Moi, j'ai appelé ça « Chaque pas a un nom ». Et comme le titre le dit, c'est mon titre que j'ai inventé, tu penses à quelqu'un. Et il y a quelqu'un, et il y avait des gens qui avaient le cancer aussi avec qui on a marché, mais il y a des gens qui n'ont pas traversé le cancer, il y en a des gens qui se battent présentement, il y en a qui ont réussi, il y a des chercheurs à qui on peut penser aussi. Alors, à chaque fois que tu avances ton pied, tu avances, tu fais avancer la recherche.
Et d'ailleurs, cette cause-là, tu l'endosses depuis plusieurs années parce qu'on sait que tu as perdu ta nièce, en fait, qui était la fille de ta sœur. Oui, Mylène. Donc, qui était quand même âgée d'une quarantaine d'années. 42 ans, elle est décédée en 8 mois, un cancer foudroyant. Pendant la COVID, en plus, tout ça ajoute à la difficulté de le traverser. Ouais. Et ma sœur adorée, j'en ai rien qu'une, ça serait chiant si j'en avais deux. C'est dur, ça. Mon beau-frère aussi, c'est un deuil long, ardu, déchirant. Et toute la famille aussi est atteinte, parce que c'est une famille très serrée. Tout à fait, vous êtes très serré dans la famille, oui. Mais vous êtes gentil de le relever, mais j'oserais dire, avec tout le respect que j'ai pour Mylène, que j'ai pas besoin de ça pour avoir envie de marcher. Je comprends. Non, parce que je crois. Oui, on peut être empathique sans qu'on soit touché directement ou indirectement. Je le faisais avant, je le fais maintenant mieux et inspiré, mais je crois à la recherche. Je suis têtu. Et j'ai fait 12 télétons sur la recherche pour les enfants malades. Et je crois à la recherche, c'est la base, et on a des chercheurs-chercheuses extraordinaires au Québec. Oui, ça marche. La preuve est faite, là, ça marche. Regardez l'évolution des traitements pour le cancer par rapport à ce que c'était, par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Évidemment, ça reste une maladie dont les gens meurent. Puis moi, j'ai des amis très proches qui en sont décédés, malheureusement. Mais moi, j'en ai eu un cancer. J'en ai eu même 2. Puis des cancers dont je suis très, très bien réchappé à 100%. Mais si j'avais eu ces cancers-là il y a 20 ans, je ne serais probablement pas ici. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment la recherche. C'est sûr Puis c'est le fun à faire en plus. On s'amuse, on travaille fort. C'est le fun de relever des défis. Je dirais que ça nous élève quelque part. Tout à fait. Alors, ça concrétise l'implication qu'on a envie de faire. Et si je peux me permettre, sur le web, Société de recherche du cancer, vous aurez... Ça s'appelle Challenge, les défis, donc les challenges. Allez voir, vous aurez des informations. Il y en a d'autres qui s'en viennent. J'allais dire, il y en a qui s'en viennent. 5 ou 6 par année. On a besoin que vous vous inscriviez. Puis c'est de l'ouvrage. Ramasser l'argent et tout, c'est de la job. Mais les gens me disent, ouais, mais c'est rien à côté de la chimio que ma sœur traverse, mon beau-frère et tout ça, de ramasser cet argent-là puis de marcher en montagne. Alors, si vous vous impliquez, vous allez avoir de l'ouvrage, mais vous serez fiers après. C'est ça. Est-ce qu'il y a un défi de gang aussi, c'est drôle, parce que moi, je connaissais bien André déjà. Puis d'ailleurs, c'est quand même formidable que dans ton agenda, tu aies pu trouver le temps de faire ça. Puis le défi, non, mais c'est pas seulement porte-parole, c'est un porte-parole qui est plus qu'engagé, engagé à 200%, mais aussi avec des gens de toutes sortes d'horizons surprenants, là, tu sais, dont un monsieur qui a eu, je ne sais pas combien de cancers, là, puis qui est survécu, puis chaque pas était tough, puis il y en avait un autre qui était, on lui faisait une croix d'honneur quand il arrivait parce qu'il avait réussi à faire la marche. Souviens-toi de Solange, l'avant-veille de notre décollage, elle était au funérail de son papa qui n'a pas survécu à un cancer, et elle, à l'âge de 22 ans, elle avait eu un cancer. Elle est là avec son mari, puis elle marche. Et c'est sûr, on pleure, on rit beaucoup, mais à un moment donné, on s'assoit sur une roche, puis on réfléchit aux gens qu'on aime. Et on est tous touchés, hein? Tout le temps. Tout le monde, on a tous quelqu'un dans notre famille. Tout à fait. Ouais. Alors, c'était vraiment quelque chose. Alors, on va nous arrêter le temps d'une pause et puis on va parler, évidemment, de la programmation de Canal M, puisque Philippe, tu es à nos côtés. On va parler de ça, mais c'est toi lui aussi. votre patron? Oui, exactement. Et ça va bien? Oui, mais c'est ça. Fait qu'on s'arrête le temps d'une pause. C'est là que ça va bien. Alors, on s'arrête ici et puis voilà. Et oui, l'été, deuxième moitié d'heure, et on continue avec André Robitaille, ce comédien, animateur, producteur et tout, qui est venu nous parler en même temps on parlait juste avant la pause de ce challenge contre le cancer qu'il a partagé avec Philippe Lapointe, qui est aussi à notre côté, notre patron ici même à Canal M. On va parler, bien sûr, il y avait une chose intéressante pour continuer là, dans notre... on va parler de programmation tantôt, là, mais juste te dire, par rapport à la recherche aussi, c'est pas juste pour vaincre la maladie, mais c'est aussi par rapport aux effets secondaires. Et ça a beaucoup évolué. Une meilleure qualité de vie aux gens. Ça reste. Écoutez, je vais parler à travers mon chapeau parce que je touche du bois, j'ai pas eu de cancer à traverser. Donc, mais je sais que la chimio, c'est dur. Ça rentre dans le corps et c'est de la chimie qui est très, très, très dure. Et les chercheurs travaillent sur amoindrir les effets secondaires. Et ça avance. C'est pas réglé. C'est encore difficile à traverser. Ouais. Mais les maux de tête, les vomissements, les frissons, tout ça, ils sont en train de travailler là-dessus. La douleur aussi. Les chercheurs sont exceptionnels. Et ça avance.
le drame, c'est quand ils n'ont plus d'argent. Et c'est quoi l'argent? C'est les gens avec qui ils travaillent. C'est le local. C'est les équipements. C'est la longévité de la recherche. Parce que tu vises quelque chose de laborieux. Tu ne peux pas le faire en claquant des doigts. Il faut que ça dure des années ou un an ou plus. Alors, tu as besoin d'argent continuellement. Les subventions sont insuffisantes. Alors, on a besoin de l'implication des gens à la recherche. Et c'est à ça que ça sert. C'est très, très concret. Hein? Payer le local puis payer tes employés, là, si tu as besoin de cet argent-là. C'est le nerf de la guerre. Tu es à moyenne de trouver quelque chose. Il faut que tu débranches tout ça parce que tu n'as pas d'argent. Ça devient frustrant. Le temps, ça prend du temps. C'est long. C'est des recherches qui durent souvent des années parce que tu testes, tu as des bons résultats. Tu sais, alors, évidemment, quand on est touché de près, Nathalie, tu en sais quelque chose comme proche aidante. Alors, c'est sûr que... Alors, c'est vraiment à la fois du beau travail comme porte-parole, André Robitaille. Ouais, effectivement, je pense que tu le fais avec tout le sérieux, en fait, tout ton engagement personnel. Et puis, en même temps, il y a ce fameux challenge. Tout le monde peut le faire. Il y en a qui s'en viennent toute l'année. Il y en a... Allez chercher l'info. Allez chercher l'info. Ouais. Exactement. Donc, on va parler de programmation. Toi, de ton côté, André Robitaille, c'est sûr que c'est le retour des enfants de la télé. Je pensais que j'avais l'annonce que je faisais l'émission de la nuit ici, à partir de l'année prochaine, à 3 heures du matin. Attendons, Philippe. On va attendre, Philippe. Peut-être que... J'avais pas, parce que ça ne tente pas, là, d'être à 3 heures du matin. Bon, Philippe va peut-être nous a peut-être quelque chose. Mais oui, je serai aux enfants de la télé, vous êtes gentils. Bon, oui. Parfait. Oui. Alors, c'est ça, puis on va parler évidemment de d'autres trucs plus tard, mais là, on va parler aussi en même temps, Philippe, tu nous parles de la programmation de Canal M, puisqu'on est la toute dernière journée de la saison. Il faut en parler, et oui. C'est la dernière journée. Bravo pour M l'été. Hein? C'est gentil. Parce que vraiment, c'était tout un bel été. Ouais, Encore une fois, Chantal, là, bravo. Donc, on l'été, retourne... se termine donc bientôt. Oui. Et les Jeux paralympiques s'en viennent. Donc, on va avoir une série de 4 émissions spéciales en route vers les Paralympiques avec Yvan Delaurier. C'est très bien. C'est vraiment une super émission. Je suis très content. Puis on va suivre les Paralympiques en direct, pas en direct par tous les Paralympiques, mais Dominique Tremblay, qui est un ancien athlète champion paralympique. Là. Dominique va être avec Hélène Denis le matin pour parler des Jeux paralympiques. Donc, ça, c'est très important pour nous. Les Paralympiques, ça se termine quand même le 8 septembre. Oui. Hein? Alors, voilà. Oui, on va pouvoir en parler, bien sûr. Mais il y a des balados intéressants aussi qui s'en viennent. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent. T'es là pour nous en parler. Philippe, sors tes notes. Moi, je peux parler de c'est toi qui travailles là-dessus. En fait, il y a toutes nos émissions régulières viennent, évidemment, là, puis je n'aimerais pas tout, là. Mais on a une super belle programmation. Puis on a un beau problème, c'est qu'on a trop de bonnes émissions. C'est dur d'entrer des nouveaux projets. Vous ne savez plus où les mettre. Il faut rentrer des nouveaux projets. Mais là, on est beaucoup dans les balados. Un dont je vais vous parler qui s'appelle « Toi, ta journée » avec Élisane Pellerin. Et moi, Élisane, je la trouve formidable. Vous la connaissez. C'était notre chroniqueuse à M l'été, l'été dernier. Oui, formidable. Formidable. Donc, c'est des rencontres avec des gens qui souffrent de handicap, qui vivent une situation de handicap. Puis Élisane elle-même vit ça à sa façon, avec son beau chien Norton. Oui, parce qu'elle, c'est la paralysie cérébrale, mais en fait, c'est une professeure aussi. Hein, c'est-à-dire qu'elle est chercheuse et tout. C'est une grande intellectuelle, une fille super brillante, très sensible, puis une super animatrice. Je suis très, très, très content qu'elle soit avec nous. On a une émission dont je suis bien content, sur laquelle Nathalie a travaillé, En quête de la sobriété, avec Robert Piché. Alors, Robert, qui est connu comme le commandant qui est un ancien camarade à moi, parce que j'ai travaillé avec lui dans une autre vie, quelqu'un qu'on aime tous beaucoup. Il est un formidable animateur de radio, Robert. Je dirais c'est surprenant. C'est surprenant parce que... Est-ce qu'il fait comme dans l'avion? Bonjour. On n'entend rien de ce qu'il dit. Non, mais il est bon. D'abord, il y a beaucoup d'humour. Oui. Ils sont deux, ils sont complices. Comment ça s'appelle? En fait, c'est Éric L, qui est son complice. C'est deux. Donc, évidemment, Robert, il y a ceci, je dévoile rien, c'est un alcoolique qui ne boit plus, parce qu'apparemment, on est alcoolique toujours, c'est juste qu'on est un alcoolique qui ne boit plus. Et c'est les 12 étapes des alcooliques anonymes. Parce que dans le fond, Robert m'expliquait un jour, puis tu étais là, il nous expliquait que quand tu es un vrai alcoolique, pour arrêter de boire, il faut vraiment que tu suives les étapes. Il y a une démarche, et c'est les 12 étapes. Donc, 12 épisodes, 12 étapes. C'est en vidéo aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, je suis convaincu que ça va devenir un document de référence. Je suis très, très, très content de ça. Et je veux juste dire aussi, ce qui est intéressant, c'est que Robert Piché parle beaucoup de lui, de son expérience, de ce qu'il a vécu à travers ses années de prison. Il explique
tout. Oui, il dit tout. D'ailleurs, on l'a reçu, on a passé une heure avec lui cet été. Faut que je parle d'une couple d'émissions qui reviennent, là, parce que je ne peux pas ne pas parler de Sans détour, là, qui est notre, je ne veux pas dire le flagship, mais Sans détour, qui est l'émission sur le monde du handicap, avec François Beauregard, qui est lui aussi un extraordinaire animateur, très bon joueur de hockey, qui est le plus vieux joueur de hockey dans l'équipe nationale de hockey, de hockey sonore, là. Le plus âgé, je dirais, mais il paraît que, si je l'écoute lui, là, il est quand même très bon d'après ce qu'il nous raconte, de mon quoi. D'après ce qu'il nous raconte. Et d'ailleurs, un de ses collègues à la Défense, sur la Ligue de hockey, c'est quelqu'un qui s'appelle Alain Renaud, qui est aussi animateur ici, qui anime Mission Vision, une émission spécifique sur les personnes malvoyantes ou non-voyantes et tout. Donc, on a deux défenseurs de l'équipe de hockey, les hiboux. J'ai déjà joué à ça, moi. Pour une levée de fond avec un bandage sur les yeux. Et c'est insupportable. Tu n'es pas capable d'attraper un maudit canne. Mais moi, je suis un maniaque de hockey. Et ils sont tellement extraordinaires, là. Respect. Ouais. Oui. Ah, mais le sport paralympique, tu sais, c'est quelque chose. Les gens qui font du sport paralympique, puis essayez de vous asseoir dans un fauteuil roulant, jouer au basket. Bonne chance. Et ça aussi, je l'ai déjà fait. Et tu te prends les doigts dans les rayons, là. Ça fait mal. On peut essayer d'imaginer qu'il y a d'autres qui veulent te bousculer pendant ce temps-là parce que tu n'es pas seul sur le terrain. Le tennis. En fauteuil roulant aussi. Oui, c'est donc tous les sports paralympiques, c'est des vrais athlètes, puis c'est le fun à la veille des Paralympiques. Les héros anonymes, moi j'aime beaucoup cette émission-là, avec Chantal Doré, c'est vraiment les gens on parlait du challenge contre le cancer, mais le nombre de gens au Québec qui sont engagés dans des causes. Des gens qui sont engagés, des gens qui sont travaillés. Le réseau communautaire, on évalue qu'il y a à peu près 300 000 personnes là-dedans au Québec. Ça, c'est des gens qui sont en général peu ou pas assez payés, qui donnent énormément ou beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de leur propre temps pour des choses dans lesquelles ils croient. Puis souvent, des fois, c'est des coachs de hockey, c'est des gens qui s'occupent là, justement des personnes en situation de handicap. Mais écoute, la liste est longue, là, les travailleurs sociaux, plein de gens. Puis le Québec, c'est une belle société pour ça, mais ça tient beaucoup de notre société. Hein? Enlève ces 300 000 personnes-là, puis le système de santé... Là, je pense que tout s'effondre, en effet. Tout s'écroule. Donc, il y a ça. Moi, j'aime beaucoup Afrique Caraïbe avec Fulgence Blas, dont je dis qu'il est l'homme à la voix d'or, qui a une voix assez extraordinaire et un rire irrésistible. Puis, tu sais, donc, Fulgence nous parle de la culture afro-américaine, caribéenne, tout ce qui est le monde black, dans le fond, je dirais. Là, puis, c'est fascinant. Alors, il nous ouvre à toute cette culture, cette variété-là de culture. Pour que l'arc-en-ciel se lève, Denis Martin Chabot, Denis Martin, qui l'appelle Denis Martin, moi. Denis Martin qui nous parle, dans le fond, de tout ce qui est LGBTQ+. Là, je sais plus où ça finit, le LGBTQ+. On va s'en tenir. Mais je me lance jamais. Non, jamais. Je pense que même Denis Martin, des fois, ne sait plus. Mais ça évolue beaucoup. Mais c'est tout inclus. Tu sais, dans le fond. Ouais. Et puis, essentiellement, le message de la programmation, c'est que... On a une pub, d'ailleurs, à la télé de Radio-Canada qui joue avec Camille Chaille. Je suis très fier de cette pub-là. C'est très bon, parce que le message, c'est un beau message. Tu sais, dans le fond, Camille, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'antenne, mais Camille, dans son message, elle dit, quand j'étais petite, puis j'ai appris à marcher, je tombais, j'avais de la misère, parce que Camille est née avec une jambe en moins puis un bras en moins. Puis c'est une fille formidable. Je l'admets tellement. Puis tout le monde est adoré ici à Canalem. C'est une fille fantastique. Donc, Camille raconte ça parce que quand j'étais petite, puis les gens jugeaient mes parents parce qu'ils ne m'aidaient pas à me relever, mais ils me faisaient confiance. Puis à un moment donné, je me suis levé, puis j'ai appris à marcher, puis j'ai appris à courir, puis je suis devenu une championne paralympique. C'est quand même pas rien. Et puis, dans le fond, Camille, quand elle raconte cette histoire-là, elle se termine en disant à Canalem, c'est ça qu'on fait. Je suis animatrice à Canalem. À Canalem, on vous fait confiance, puis on pense que tout le monde est capable. C'est un beau message. Mais dans le fond, c'est un peu ça qu'on fait, puis on donne la parole aux gens qui, généralement, ne l'ont pas dans la société, ou beaucoup moins. Puis moi, ça ne m'entre pas encore dans la tête qu'une société aussi riche que la nôtre. Parce qu'une société riche au Québec, on se plaint beaucoup. On est riche. On est riche. Traite aussi mal, c'est gens mal pris. Fait que nous autres, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, mais c'est une petite goutte d'eau à nous autres. Puis on donne la parole à ceux qui l'ont moins. On est content d'être là, tout le monde. Et puis effectivement, Canal M, c'est maintenant la voie de l'inclusion, très important. Alors, il y a des émissions pour les Autochtones. C'est vraiment très, très varié. Alors, très intéressant.
Merci d'avoir invité. Oui, merci, ça a été un plaisir, Philippe. Merci, finalement, un bon cher patron. C'est grâce à toi qu'on est là aussi. Tu vas garder ta job. Écoute, je fais mon possible. Alors, c'est ça. Puis peut-être un autre défi, un autre challenge à venir aussi. Écoute, j'espère. Ça pourrait être chouette. Alors, on s'arrête juste le temps d'une pause et puis on repart avec André Robitaille pour parler de toute autre chose. Et oui, on reprend avec André Robitaille. André, tu as été quand même occupé cet été. Je ne sais pas si tu as pris des vacances parce que tu étais aussi animateur pour l'OSM dans les parcs. Exact. Je fais ça depuis quelques années. Et j'ai fait aussi la virée classique. Donc ça, c'est la fin de semaine de musique classique. Le nom le dit. Ça s'amorce toujours sur l'esplanade du Stade olympique où il y a à peu près 20 000 personnes. Et c'est toujours des événements exceptionnels. Avec Raphaël Paillaré aussi, on a un bon duo, on s'entend bien tous les deux, fait qu'on a quelques projets aussi avec l'OSM à venir. C'est vrai, c'est pas toi qui as fait cet été, c'est pas toi qui faisais l'animation dans les parcs, mais... Oui, excuse-moi d'interrompre, mais j'ai fait l'animation dans les parcs, mais c'était pas Raphaël qui était chef. Non, c'est vrai. Et moi, j'ai fait les parcs. Okay. Malheureusement, il y a eu un des parcs, il n'y a plus, mais orage. On a vécu l'été qu'on a vécu, mais bref, et avec l'OSM, il y a une collaboration depuis plusieurs années. Là. Ouais. OK, parce que je sais que tu l'as toujours fait, alors c'est pour ça. Bon, parfait. Et puis, évidemment, alors, c'est toujours agréable, toujours vraiment intéressant. Et puis, on a hâte, bien sûr, à tous les événements qui s'en viennent aussi, parce que là, il y a des projets qui sont en cours. Alors, appelez-moi Stéphane, ça va être présenté. Oui, alors appelez-moi Stéphane à Drummondville tout l'été. Ben oui. Et là, c'est pas terminé. C'est terminé pour l'été 1, mais ça revient en été 2 aussi. Ça, c'est à suivre. Ben oui. Et puis, le dîner de con aussi qui roule encore. C'est des mises en scène que j'ai faites, ça, et que je produis. Et puis, c'est comme ça que ça continue et ça se poursuit, ces productions-là. Le Père Noël est une ordure aussi est sur la route. Alors, j'ai 3 titres. Ça fait beaucoup d'humains à gérer aussi. Beaucoup d'artistes, beaucoup d'acteurs. D'horaires. Et d'horaires. D'horaires à gérer. Oui, de diffuseurs, de concepteurs, conceptrices. C'est des humains. Alors, c'est ça. Ça vient avec et c'est très agréable. Nos salles, on a beaucoup de monde dans nos salles. On touche du bois. Le commerce, entre guillemets, va bien pour notre part, mais c'est difficile. Fait qu'il faut travailler très, très fort. Ça parce que tu parlais tantôt de l'après-COVID. Oui. Il y a beaucoup de spectacles en ce moment. Oui, il y a les producteurs. Il faut savoir que la COVID a interrompu, comme tout le monde. Et puis, on s'est retrouvé avec des droits. Là, je deviens technique, mais des droits d'auteur réservés, des actrices-acteurs réservés, des titres réservés, des théâtres réservés. Et là, il faut sortir les shows. C'est ça. Alors là, ce qui fait qu'il y a un certain embouteillage quand vous regardez les annonces là, dans votre écran, j'allais dire dans le journal, mais dans votre écran, il commence à avoir pas mal de spectacles offerts. On n'a pas la berlue, c'est-à-dire, c'est vrai, on a vraiment beaucoup plus d'offres. Exact, c'est ce que je pense aussi. C'est à vérifier, mais
mais c'est ça. L'explication, c'est ce que je vous raconte. Alors, nous aussi, on fait partie de ça. Et les diffuseurs n'ont pas plus de 300 jours là, à offrir 365 jours. Alors, on court tous après les samedis. Puis Alors là, il y a un petit embouteillage dans lequel on est. Et les productions Monarque, ma maison de production, on touche du bois. Qui a été fondée en 2012, hein? Ouais. Ça fait avec ton partenaire. Elle a lu le dossier, hein? Ouais. Elle a lu le dossier. Mais bref, oui, effectivement. Et ça marche très, très bien. Je ne veux pas me plaindre. Là. Oui, c'est ça. On est chanceux. Et puis, c'est ça. Donc, appelez-moi Stéphane, ça va être en tournée en 2025. Donc, ça va tout rouler, là. Ouais. Mais il y a aussi, d'une part, un nouveau spectacle aussi, Toc Toc. Toc Toc qu'on présente l'été prochain. Oui. Et ce show-là, il est très, très drôle. C'est vraiment d'une efficacité. C'est Laurent Baffy qui a écrit ça. Vous savez, le fou du roi de Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, oui. Alors, c'est cet homme-là que je connais pas. Là, qui fait des caméras cachées aussi. D'ailleurs, avec sa lunette. Il a piégé les policiers lors des Jeux olympiques à Paris. Oui, il a piégé des... Ça fait toute une histoire. Sa caméra est dans sa lunette, alors on la voit pas du tout, puis il peut faire ce qu'il veut avec ça. Alors, c'est un gars assez efficace au niveau comique. Alors, Toc Toc, c'est très, très drôle. Et puis ça, c'est sur les tocs, là. Voilà. Hein, le mot le dit. Toc Toc, c'est nos tocs. Tout le monde a son toc. C'est-tu 6 acteurs ou 7? Bref, avec André Brassard. Pierre, oui. Ah, mais Pierre Brassard, oui, Pierre sera là aussi. Puis Pierre est un ami depuis Sans Limite. On se connaît depuis plus de 30 ans. Et il m'avait dit, à un moment donné, c'est venu dans mes oreilles, « Hey, André, j'aimerais jouer au théâtre. » Mais il veut être sécurisé aussi. Fait que, bon, c'est bien gentil, mais il me faisait confiance. Puis il dit, « Appelle-moi, un jour, je veux le faire. » Et l'occasion est là. Petite question indiscrète. Tu dis qu'on a tous un toc? Si j'en ai un, quel est ton toc? Moi, je ramasse tout. C'est insupportable. Et je prépare un déménagement là, dans quelques semaines. Là, et je suis en train de faire un tri. OK, là, je perds toute ma crédibilité dans les prochaines secondes. Vas-y. Mais des cassettes VHS, ça remplit le studio ici de ce que j'ai. Et c'est inutile. Et ça s'endommage, c'est endommagé avec le temps et tout. J'ai toutes mes émissions sur VHS. Oui, c'est parce que là, tu voulais les numériser, probablement. C'était ça, le projet. Et là, je suis en train de négocier pour essayer de trouver... Hey, c'est cher, et c'est long. Et là, ça va me servir à quoi, ça? Alors, je pense que ça va s'en aller à la poubelle. Mais depuis plus de 30 ans que je ramasse... Écoute, j'ai tout Vasimolo, j'ai tous les mordus. Je suis le seul à avoir tout. En VHS. C'est dommage. Il n'y a personne qui va regarder ça. Mais on a tous tous fait des choses puis qu'on a sur VHS. Puis c'est notre carrière, c'est vrai. Puis on doit faire le deuil de ça. Attends, j'ai des petits objets que je garde depuis plus de 30 ans, là, des fois, puis je le montre à quelqu'un. Quoi, t'as encore ça? Mais je t'ai interrompu. Non, ce que j'allais dire, c'est que c'est dommage que, tu dis, ça va tout finir en poubelle, mais on pense juste aux archives de Radio-Canada puis de TVA. Un moment donné, ils ont fait ça aussi, du ménage. Surtout TVA. Surtout TVA. Surtout TVA. Et ce que je trouve triste, c'est que des fois, comme recherchiste, on essaie d'aller piger dans les souvenirs, puis ils sont inexistants. Ouais. Alors que oui, je comprends que tu dois les jeter. C'est sûr mes souvenirs à moi n'intéressera pas. Dans 100 ans, on se dit dans 100 ans, est-ce que ça va intéresser encore? J'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. T'as pas le temps de mourir. Ah non, j'ai pas le temps. D'ailleurs, dis donc, ça m'intéressait aussi de parler avec toi de ça rapidement, là, parce que, évidemment, en tant que producteur, tout ça, la multiplication des plateformes, tu sais, notre télé, notre théâtre, enfin, qu'importe, là, on a, là, avec les séries et aussi télé, les acteurs qu'on voit dans toutes sortes de plateformes, on n'a plus cette espèce de sentiment, là, d'appartenance. Notre identité passait par la télé généraliste. Et là, c'est ça, la télé... Avec le rendez-vous aussi. On la perd, cette... Et le rendez-vous, on l'a perdu aussi. As-tu vu Le Temps d'une paix hier? On n'a plus cette conversation-là à la machine à café. C'est vrai. Mais on doit gagner autre chose, j'imagine. Parce que la planète est ouverte. Hein? Moi, je regarde des séries de partout dans le monde que je n'avais pas accès il y a 20 ans. D'après moi, au moins, je gagne ça parce que je vais voir l'art... de d'autres pays. Ça m'intéresse, ça m'attire. Pour ce qui est de chez nous, mon petit bout optimiste, là, et là, je vais parler pour ma paroisse, c'est que l'humain va gagner. Quand tu es dans une salle de théâtre et que ça se passe devant toi, le rideau lève, c'est live. C'est là. Tu ressens le battement de cœur de la personne qui est devant toi. Tu vois, la magie se passe. La magie église se passe. Cette réunion, cette communauté, être assis ensemble, dans le noir, à se faire raconter une histoire, à pleurer puis rire. Mais pour la télé, parce que toi, tu as animé les enfants de la télé, c'est ce que tu fais. Tu nous ressors des archives, c'est fantastique. Mais c'est notre identité à nous. Quand on se parle de nos séries jeunesse du temps, là, tout de suite, ça crée un lien. On pourrait se rencontrer partout dans le monde, puis on parlerait de ça, puis vraiment, là, on passerait des heures. Moi, j'y crois à ça. Il faut savoir qui on était pour savoir qui on est. Et qui on veut être.
Ça, pour moi, c'est un leitmotiv important quand j'anime cette émission-là. On rit, c'est anecdotique, on se taquine, etc. Mais on apprend. Sournoisement, on est en train de voir que relation homme-femme a évolué. L'inclusion que vous avez ici à M, M existe parce qu'on a évolué. L'homosexualité, tout le regard qu'on peut avoir aujourd'hui, quand je pense aux personnages, je pense à Denise Filiatro avec le personnage de la Lancette. Oui, voilà. Mais en fait, on a des références. Est-ce que nos enfants vont avoir ces mêmes références? Ça sera autre chose, comme tu dis. Il y a une émission, c'est Gilles Renaud qui jouait un des deux garçons. J'oublie le titre. Dans les années 70, un téléroman connu, on l'a joué aux enfants de la télé, ils se prennent la main pendant que l'ascenseur ferme. Donc, on comprend qu'ils sont homosexuels. Dans ce moment d'une porte qui ferme d'ascenseur, et la série a été enlevée des ondes. Et là, c'est hier, là, c'est 1970 là, à peu près. Là. Je dis ça de mémoire. Imagine. Donc, c'est important qu'on se dise ça, pour qu'on sache qu'on a évolué. Sexuelle en plus. Et il y a beaucoup de monde qui nous écoute en disant « Hey, il faut évoluer encore » et ils ont raison. Mais au moins, on a un bout de chemin de fait. Alors, quand tu regardes qui on était, on peut un peu mieux comprendre qui on est. Les enfants de la télé, en nous faisant rire, passer un beau moment du mercredi soir, ça sert aussi à ça. C'est pour ça que je suis assis là. Je pense. Je pense. Avec l'équipe. Oui, puis quand on manque une émission, on le regrette parce qu'on dit « Oh mon Dieu, j'aurais aimé ça, revoir tel. » C'est ça que je fais avec Bien bâti à Télé-Québec. Oui, parce que ça, c'est la... il faut en parler. Je ne veux pas l'imposer. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'était dans les sujets, on l'avait. Mais le patrimoine bâti me dit qui j'étais. Et pour savoir qui je suis, je continue à avoir la même phrase. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Quand je fais les longues entrevues, qui on était, quand tu parles à ces vieux-là, je le dis avec amour, pour savoir qu'est-ce que je vais être demain. C'est important pour évoluer, simplement évoluer. Alors, quand tu regardes ce qui se passe dans Montréal, dans le Québec, dans le Canada, tu fais, OK, c'est ça qu'on est aujourd'hui, donc visons plus haut, mais au moins, on peut savoir d'où on est parti. Alors, le patrimoine bâti est... C'est un peu dans cet esprit-là. Oui, parle-nous-en quand même un petit peu. Ça, c'est fascinant. Là. C'est ce que je tourne présentement. Pendant que je vous parle, là, c'est ça, je suis là-dedans. Là. Je suis en train de lire plein de dossiers. Télé-Québec. Télé-Québec, et on a déjà une saison qui est déjà sur le site Internet, là, aller voir sur Télé-Québec. Mais bref, ça a été diffusé 10 demi-heures, et là, on en fait encore 10 demi-heures. Et c'est fascinant. Aux quatre coins du Québec. Oui, j'ai fait de Gaspésie. Bref, on se promène. Et puis, parce qu'il y a des bijoux partout. Et quand je dis bijoux, je pense aussi aux individus. Parce qu'il y a des rencontres, là, des bonhommes extraordinaires, des femmes exceptionnelles. Il y a des gens derrière tout ça, Des artisans vraiment là, uniques. Et ça, le mot est choisi parce que des fois, ils sont les seuls à faire ce métier-là. Ils sont 4 au Québec à faire ceci, cela. Et ça fait partie de qui je suis. C'est mon environnement, c'est mon histoire. Et c'est pas juste l'histoire vieille et morte. C'est l'histoire dans laquelle je vis et je marche. Et j'évolue. Il y en a partout. Puis c'est pas juste le Vieux-Québec puis le Vieux-Montréal. Il y en a partout dans toutes les régions. Donc, c'est ça. Alors, vous allez partir à la rencontre de personnes, d'organismes, d'entreprises qui se sont lancés dans la rénovation comme ça de bâtiments historiques uniques. Alors, avec toute l'histoire qu'il y a derrière, j'imagine. Alors, et les difficultés puis les bonheurs aussi. Oui. Parce que tu changes une fenêtre d'une maison là, ancestrale, c'est de l'ouvrage. Parce qu'il faut qu'elle rentre dans le trou puis il faut que tu la fasses pareil, comme et influencé par. Puis tu as un artisan qui vient. C'est des défis, là. Tout ça, ce sont des défis pour ces beaux fous-là qui sauvent notre histoire et qui font vivre l'histoire. Et non, c'est pas juste figé dans le temps. Ils vivent dedans. Là. Il y a des enfants qui courent dans ces maisons-là. Là. Alors, tu as toujours eu des beaux projets, que ce soit à tous les niveaux de l'animation, que ce soit partout au théâtre, n'importe quoi. Puis, tu as initié, évidemment, énormément de projets aussi, mais comme animateur, tu as fait à peu près de tout aussi. Hein. Toi aussi, tu as animé des quiz. Puis, finalement, c'est une belle génération aussi de gens qui ont été très, très créatifs. Et puis, ça continue. Mais parle-moi de la famille. Là aussi, c'est important pour toi, la famille. Oh, oui, là, il y a tout cet aspect plus intime. Oui. J'écoute tout ce que tu dis depuis tantôt, puis je fais, oui, mais la famille. La famille, le souper de famille. J'étais avec ma fille encore hier soir. Mon fils, je suis devenu grand-père au mois de décembre. Oui, c'est ça que j'allais dire. Oui, t'es un nouveau grand-papa. C'est le bonheur. Hein? Tout ce qu'on se fait dire avant de l'être. Ouais, moi, j'y croyais pas. Mais... Tu l'as d'en face, hein? Oh my God! Et c'est très touchant, le poupon, le bébé, etc. Mais tu te tournes la tête puis tu vois ton fils devenir père. Et là, moi, ça me casse. Ou ta fille devenir mère. Mais là, moi, en l'occurrence, c'est mon gars. Puis il est en amour avec sa belle blonde que j'adore. Tout ça est serein. Et ça, c'est beau. Et les gens en santé aussi. Ma fille, je la voyais courir hier, là, elle a 21 ans, puis
elle était avec la fille de ma blonde, puis les deux se couraient. Là, on était dans un espace assez grand. J'y ai texté le lendemain, je dis de voir ma fille heureuse et courir, comme de niaiser comme ça. Ouais. C'est juste du bonheur. Elle s'épanouit parce que c'est une actrice. Elle a un beau rôle là, dans Dumas, là, la nouvelle série. Oui, c'est ça, parce qu'elle est comédienne aussi. Exact. Fait que là, elle mord là-dedans, elle voyage. Elle parle je ne sais pas combien de langues. Cette génération-là, oui, ton fils aussi. Ton fils, c'est un producteur, hein, je pense. Non, lui, il est imbécile. Ah! non, je l'adore. Il est producteur, il travaille comme un fou aussi. Il travaille aux relations publiques beaucoup. Il a un grand talent de relations humaines, de relations publiques. Ouais, comme le père. Regarde, il l'a dans le sang. Puis ma fille aussi. Mais bref, mes 2 enfants, ma blonde exceptionnelle qui a 3 enfants aussi. La tablée, là, est belle là, quand on pop un petit verre de vin puis qu'on se regarde toute la gang en levant en disant qu'on s'aime. Il y a tellement d'amour dans ce gang-là que je ne serais pas capable de traverser tout ce qu'on vient de lister s'il n'y avait pas ça. Tu réalises le grand privilège, hein? Ah, oui. Des fois, je me lève le matin puis je me dis, hey, j'ai le privilège de me lever, aller me laver. Ah, j'ai le privilège de déjeuner. J'ai le privilège d'avoir mes enfants qui sont en forme, qui sont heureux. J'ai un petit bébé en forme et tout ça. Puis à tous les jours, je me rappelle à quel point... Mon Dieu, qu'on est chanceux et c'est un privilège. Et on se le dit pas assez, mais à tous les matins, il faudrait se le rappeler. Et moi, je le pense aussi quand j'attache mes patins, quand je fais du sport. Exactement. Oui, parce que tu es un sportif, hein? Tu es très actif, oui, c'est ça. Fou dans la tête de ça. mais je vais vous le laisser parce que je m'en vais jouer au tennis. C'est merveilleux. Ben, en fait, ça a été un plaisir, merci. André, de t'avoir accueilli. D'avoir passé ça a été un beau moment. Ouais. Et puis, j'espère que les auditeurs aussi ont beaucoup apprécié, je suis certaine. Bravo pour votre saison, à vous deux. Ben oui, puis on termine, nous, notre saison. Ça a été une grosse saison. Enfin, beaucoup d'invités, beaucoup d'entrevues, des sujets fort passionnants, comme je le disais au début de l'émission. Alors, vraiment, merci Nathalie Barrette d'avoir été ma copilote aussi, parce que tu faisais en même temps la recherche. Enfin, on s'aidait mutuellement. Et puis, il y a Clarence Robitaille-Meloche aussi, notre fameuse stagiaire qui a été présente aussi avec nous. Alors, ça a été un beau moment. Et nos chers accompagnateurs aussi à la régie. Là. Alors, il y a Samuel et Mathieu. Et Mathieu, effectivement. Merci infiniment à tous. Merci aux auditeurs. Et puis, on espère se retrouver l'an prochain à Aime l'été. Au revoir.